Bonjour tous, soyez les bienvenus. Honorés aujourd'hui par la présence de notre ami Dr Mahmoud Doua. Dr Mahmoud Doua, c'est un docteur en sciences politiques, enseignant universitaire, responsable de plusieurs commissions de lutte et prévention contre la radicalisation. Et Mahmoud Doua, surtout, il est le responsable de la formation à l'Institut de découverte et d'études du monde musulman Bordeaux, dirigé par le grand imam, notre cher ami Tarek Obrou. Et Mahmoud Obrou aussi, il est le consultant scientifique de la coordination des organisations islamiques suisses. J'ai oublié de mentionner quelque chose de très important, que Mahmoud Doua aussi est un imam. Soyez le bienvenu, docteur Mahmoud Doua. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci, et je te remercie de l'invitation et de cette occasion que tu m'offres pour donner notre vision de la radicalité. Et comme tu l'as dit dans ma présentation, il faut une double approche, et théologique et sciences sociales. Et je crois que notre institut essaie de réunir le deux. Merci beaucoup, docteur Doua, d'être avec nous malgré les engagements, malgré l'agenda chargé. On commence par la définition de la radicalisation violente. Qu'est-ce que ça veut dire, la radicalisation violente? Alors, justement, c'est bien de définir les mots, parce que la radicalité en elle-même, qu'on peut expliquer par une sorte de rigidité, d'un problème d'adaptation, que ce soit d'une idéologie politique ou d'une lecture religieuse, à un contexte donné. C'est ça la radicalité qu'on peut qualifier de radicalité pacifique, qui en elle-même n'est pas contraire à la loi. Je peux donner par exemple des radicalités dans le domaine politique, l'extrême gauche, l'extrême droite, des radicalités religieuses, par exemple les témoins de Jéhovah, par exemple ici en France, ne sont pas reconnus comme un culte parce qu'ils n'arrivent pas à adapter leurs pratiques religieuses. Certaines variantes du protestantisme évangélique, certains catholiques, par exemple, concernant l'avortement, par exemple, ils peuvent s'opposer à la loi sur l'avortement, mais ça reste au niveau des discours. Ils ne perturbent pas. Certaines pratiques musulmanes, par exemple, le fait de prier à l'heure, le fait, par exemple, de jeûner le ramadan, même s'il va perturber la scolarité ou l'emploi, tout ça, ce sont des formes de radicalité pacifique. Après, il y a ce qu'on appelle la radicalité violente. Elle est en dehors de la loi. Elle perturbe l'ordre politique, l'ordre social et le vivre ensemble. Et d'une manière violente. Que ce soit, par exemple, certaines organisations que l'Europe a connues, comme par exemple l'Action Directe, comme les Brigades Rouges, comme Al-Qaïda, par exemple, concernant l'islam. C'est bien une idéologie religieuse qui utilise la violence comme mode d'action politique ou religieux. Et puis, vous avez des radicalités individuelles. Ce sont des frustrations dues à un certain sentiment d'humiliation ou d'injustice qui passent aussi à l'acte violent. Donc, il faut faire la différence entre la radicalité pacifique, qui peut être discutable, et la radicalité violente. Vous avez évoqué la proximité entre l'engagement politique parfois et radicalisation violente. Vous avez cité l'extrême droite, l'extrême gauche, etc. Comment, et maintenant avec la montée de quelques mouvements de demande de lobbying social et politique, par exemple les pro-nature, l'anti-sceptique, etc. Comment nous pouvons déterminer les frontières entre radicalisation et engagement politique et implication politique? Alors, lorsque le projet, qu'il soit d'ailleurs politique ou religieux, se transforme en un projet de société, c'est-à-dire ce qu'on appelle une idéologie, et qui passe à la violence, on peut le qualifier de radicalisation violente, qu'elle soit politique ou religieuse. On le voit par exemple dans les pays musulmans, quand l'islam devient idéologie, c'est-à-dire un projet de société, et qui s'est fait en dehors des canons de pacification politique, on peut le qualifier de radicalité politique, de radicalité. D'accord? Docteur Mahmoud Doua, la dimension religieuse est-elle déterminante? Alors, dans le radicalisme religieux musulman, il y a tout un débat aujourd'hui entre les chercheurs
plus particulièrement les chercheurs qui sont connus comme Olivier Roy et Gilles Kepel, par exemple, ici dans le domaine scientifique. Gilles Kepel, il parle de l'islam radical. Olivier Roy lui répond, lui a dit non, c'est l'islamisation de la radicalité. Donc, un, il surestime la dimension religieuse, l'autre, il sous-estime la dimension religieuse. À mon avis, moi, en tant qu'universitaire, mais aussi homme de terrain, c'est ça l'avantageux, je crois qu'il y en a le deux. Les deux sont justes. Tout dépend du profil. Il y a des profils des radicaux où on peut parler d'un islam radical parce qu'il y a bien une théologie djihadiste qui a été théorisée par Maudoudi et Sayyid Qutb dans les années 60, des textes religieux. Donc, il y a bien. Al-Qaïda, c'est un islam radical parce que c'est une idéologie. Ils ont une vision de la société. Par contre, la radicalité religieuse qu'on a connue en Europe auprès de certains jeunes de la deuxième et troisième génération qui a abouti aux attentats terroristes que l'Europe a connus, ça, la dimension religieuse est très minime. Il s'agit plutôt de l'islamisation d'une radicalité, d'une frustration, d'un sentiment d'injustice et d'humiliation. Parfois même, la radicalisation de la criminalité. On va le voir tout à l'heure quand on va faire le profil des radicaux, que 80% des auteurs des attentats en France et en Europe ont un passé criminel. Ils ont passé par la prison. Donc, tout dépend du profil. Il y a des profils, que ce soit des gens qui sont normaux sur le plan psychologique et psychiatrique, mais ils ont une certaine lecture radicale de la religion. Et ils passent à un acte violent. Ça, c'est ce qu'on appelle la radicalisation de l'islam en tant que religion. Et il a ses sources, il a ses fondements. Sayyid Qutb et Maudoudi ont produit une théologie du djihad qui existe dans les textes. Mais malheureusement, il n'y a pas cette séparation dans les textes, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, de ce qui relève du politique et de ce qui relève du religieux. Donc, il y a une confusion. Par contre, les jeunes aujourd'hui de la deuxième et troisième génération qui parfois passent à un acte violent ont une connaissance religieuse très minime. Moi, je les ai connus dans le travail de déradicalisation en prison. On trouve beaucoup de profils. Ce sont des êtres d'abord très fragiles sur le plan psychologique et psychiatrique. Et ils ont une méconnaissance totale de la religion. Ils ne savent même pas parfois quelle est la différence entre Fard et Sunna, quels sont les rites obligatoires et les rites facultatifs dans... Même les rites de la prière, parfois, ils ne les connaissent pas. Oui. Vous avez évoqué le profilage. Est-ce que nous pouvons solliciter l'intervention de psychiatres et de psychologues pour établir un profil type du candidat à la radicalisation ou de radicaliser? Qu'est-ce que vous disiez, docteur? Alors, moi, comme je vous ai dit, il faut avoir une base théorique et une base religieuse et un travail sur le terrain. C'est ce qu'on a essayé ici à faire à IDEM, l'Institut d'études et de découvertes du monde musulman. On travaille avec CAPRI, qui est le centre de la lutte contre la radicalité individuelle. On a travaillé sur des profils. Donc, on a à peu près eu plus de 80 jeunes sur 4 ans. Et l'originalité de notre centre et de CAPRI, c'est qu'il y a des psychologues, des psychiatres, des sociologues et des théologiens. Donc, ce qu'on appelle une approche plurielle. D'accord? Et je suis allé aussi en prison parce que je suis aumônier de prison. Donc, je m'occupais aussi d'un travail de déradicalisation dans les prisons. Alors, je trouve plusieurs cas. Donc, d'abord, il ne faut pas avoir une approche essentialiste. Tous les radicaux se ressemblent. Non, tous les radicaux ne se ressemblent pas. Ce sont d'abord des individualités. Alors, j'ai trouvé plusieurs cas dans les prisons et dans les cas qu'on a traités. Vous avez des radicaux que moi je qualifie de radicalisme idéologique. C'est-à-dire il y a une vision claire, il y a un projet qui se réclament d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, comme vous le savez, c'est une idéologie. D'accord? Ici, de la théologie djihadiste élaborée par Sayyid Qutb et Maudoudi, radicalisée dans les prisons de Nasser dans les années 70, qui a été passé par l'acte et organisé par Ben Laden.
Donc là, on trouve des jeunes, et d'ailleurs, leur professeur sociologique est très important, ce sont toujours des gens qui ont bac+2 ou bac+4. Donc, ils ont un certain niveau. Par exemple, le jeune que j'ai déradicalisé en prison, il avait bac+4 et il disait qu'il a été troublé par ce qui s'est passé en Syrie. Donc, il a commencé à recruter des jeunes. Donc, ça, mais ils sont très minoritaires. Par contre, 80% des jeunes qu'on suit ont un profil psychologique et psychiatrique d'une grande fragilité. La fiche clinique a été établie par les psychologues et les psychiatres, c'est qu'ils ont constaté dans leurs termes scientifiques qu'ils vivent dans une insécurité narcissique primitive. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai appliqué ce profil aux terroristes qui ont commis des actes. D'abord, la fragilité psychologique, ce qu'on appelle aussi une errance psychique, se commence déjà par la famille. Dans leur majorité, ils ont subi des violences familiales. Soit les divorces, soit la maman battue par le papa, soit le grand frère. Vous m'arrêtez quand je Oui, non, si non, c'est non. long. Je vous suis, oui. Donc, violence familiale, dès l'âge de 3 ans, 4 ans, la maman battue devant leurs yeux, le grand frère qui exerce la violence sur les petits-enfants. Par exemple, tu prends le cas des Méras, le cas des Méras qui a fait l'attentat à Toulouse, qui a subi la violence, etc. À 13 ans, il se trouve dans la rue. D'accord? Trafic de drogue, prison, discrimination et racisme dans la société, tout cela, c'est une bombe à retardement. Échec scolaire aussi. Échec scolaire, exactement. Ce sont des gens qui sont déscolarisés. Après, ils sont recrutés par ce qu'on appelle les recruteurs, dont on ne connaît pas l'identité. Ça peut être des petits caïds, ça peut être des gens payés, on ne sait pas. En tout cas, ils ciblent, ils sont très fragiles sur le plan psychologique. Les frères Kouachi qui ont organisé l'attentat contre Charlie Hebdo, c'est la même chose. Ce sont des orphelins qui ont perdu leur papa et leur maman, qui ont été placés en foyer, qui ont quitté le foyer, qui ont conquis la rue, qui ont connu la discrimination, etc. Et qu'après, ils ont recruté par ce qu'on appelle les discours captatifs religieux. C'est-à-dire cette violence qu'ils ont, ou cette colère, ou cette insécurité narcissique, elle est captée par un discours religieux, d'accord? Qu'on appelle le salafisme radical. Par exemple, ils vont leur dire d'abord le halal et haram. Ils vont essayer de chercher une certaine pureté. Deuxièmement, la notion de kufa, la notion de munafiqin, des hypocrites. La notion de l'hijra, la notion de fiqh najiyya, c'est-à-dire la communauté sauvée. Donc, une sélection de certains versets et de certains hadiths où les jeunes vont pouvoir exprimer leur colère à travers ces concepts. Après, bien sûr, intervient le moment crucial qu'on appelle l'hijra, c'est-à-dire l'exode. En citant un hadith du prophète comme quoi ne fait pas partie de la communauté, c'est lui qui vit chez le Kofa. Donc, il faut émigrer dans les pays musulmans. Et là, ils seront pris en charge par des associations terroristes qui vont lui dire, vous êtes la communauté sauvée, la notion de Kofa, ils vont même légitimer leur violence. C'est-à-dire le vol et le trafic de drogue est tout à fait normal parce que nous sommes en guerre contre la société des mécréants. Donc, voilà à peu près le profil. Et puis, vous avez un autre profil qu'on a constaté, c'est les cas psychiatriques. J'ai constaté beaucoup de cas de bipolarité dans les communautés maghrébines. Beaucoup. D'accord? Donc, il y a des cas, nous, par exemple, à Capri, on a constaté que beaucoup de jeunes sont très fragiles, ont un problème psychiatrique. Hein. C'est pour cela qu'ils ont été pris en charge par des psychiatres. Oui. Et puis, l'effet de la drogue aussi. Oui. Est-ce que le professionnel intervenant au niveau de diagnostic, au niveau d'accompagnement, au niveau d'orientation, conseil, etc., a besoin d'un minimum, surtout dans la situation de radicalisation islamique, a besoin de minimum de connaissance de l'islam. Par exemple, je vous pose cette question, pourquoi le Cheikh Doua, docteur Doua? Parce qu'on observe la montée du business de radicalisation. N'importe qui parle de radicalisation, n'importe qui se présente comme un expert de déradicalisation, etc. Je vous dis une blague, hein. Une enseignante en Suisse, elle a dit,
Elle se présente souvent comme une experte en déradicalisation. Il a déclaré dans une séance de formation que le Coran a été écrit 200 ans après la naissance du prophète, alayhi salatu wa salam. Je vous dis, c'est scandaleux, Wow. etc. Est-ce que la connaissance d'un minimum de des bases, des valeurs de l'islam, c'est très important pour l'intervenant dans ce domaine? Ah oui, comme je l'ai dit dans mon introduction, l'originalité de notre centre à lui, c'est que d'abord, il y a des théologiens. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il soit un radicalisme biologique, qu'il soit un radicalisme ou la radicalisation, ou l'islamisation de la radicalité ou des situations de fragilité psychologique, les discours religieux ils le ressentent. Je ne dis pas un minimum, celui qui ne maîtrise pas la théologie musulmane, c'est celui qui ne maîtrise pas le droit canon, celui qui n'a pas des clés de séparation des ordres, entre ce qui est religieux et ce qui est celui qui n'a pas un minimum de connaissance des rites musulmans, etc., ne peut pas aborder. Parce que d'abord, eux, ils expriment leur frustration et leur radicalité à travers un langage religieux. Ils te citent un hadith du prophète. Ma communauté sera divisée en 73 groupes, sauf une. Et ils auront tous en enfer, sauf une. Si tu n'as pas les éléments de la principologie, l'usul, ou des clés de lecture des hadiths, le jeune, il peut te désarmer. D'ailleurs, on a vu des éducateurs, justement, qui n'ont pas de connaissances religieuses, sont désarmés face à un adolescent de 17 ans. Oui. Même actuellement, les éducateurs, pourtant nous sommes dans un état laïque, on leur fait une formation, non pas religieuse, mais sur le fait religieux. C'est quoi le Coran, par exemple? C'est vraiment une aberration de dire que le Coran a été écrit à 3000 ans après le prophète, alors que ce sont des éléments rudimentaires de la religion musulmane, que le Coran, même ça l'archéologie le prouve, que le Coran a été écrit du vivant du prophète, au-delà de la religion, même l'archéologie. Donc oui, la connaissance de la religion est importante pour toute personne qui travaille dans le milieu de la déradicalisation. Oui. Mais il faut aussi un peu de psychologie, un peu de psychiatrie. Oui. Est-ce que vous croyez, docteur Mahmoud Doua, à la nécessité de l'implication de la société civile musulmane? Parce qu'on traite en Suisse, par exemple, il y a cette volonté de lutter contre la radicalisation. Ce n'est pas à travers l'implication du musulman de la société civile. On implique parfois quelques centres de culte. Seulement, on limite la représentativité des musulmans dans les centres de culte, les mosquées. Et on marginalise la société civile musulmane et parfois on donne des programmes de financement à des gens qui ont double discours, etc. Je me souviens, par exemple, en Suisse, un centre qui a reçu beaucoup d'argent. En même temps, il a reçu un prêcheur de haine. Hein. Il est connu dans l'endoctrinement des terroristes, etc. en 2015 et 2016. Cette tendance de marginaliser la société civile musulmane, tout en sachant que l'islam politique a beaucoup de responsabilités parce qu'il a abusé de la confiance, il a abusé avec son double discours, son double exercice, etc. Il a abusé de la confiance, parfois de l'autorité politique. Qu'est-ce que vous pensez, docteur Mahmoud Doua? Alors, je pense que la lutte contre la radicalisation, surtout au nom de l'islam, est un travail de tout le monde. À commencer, comme vous l'avez dit vous-même, par les musulmans eux-mêmes, la communauté musulmane, les acteurs de la société civile, et je citerai deux exemples. L'exemple des associations, par exemple, des parents, d'élèves, oui, des familles, parce que comme j'ai dit, la fragilité commence déjà au sein de la famille. Au sein de la famille. Les éducateurs de confession musulmane, par exemple, et ils connaissent et les méthodes d'encadrement social, mais aussi ils ont un minimum de culture religieuse. Donc, ce sont des acteurs de la société civile qui sont aussi concernés. Mais les mosquées aussi sont concernées dans le sens de la formation des imams éducateurs religieux. Comme tu l'as souligné, parfois, sans le savoir, certains prêches religieux contribuent à nourrir la radicalité. Malheureusement. Et c'est ce que Tarkobo appelle un séparatisme mental.
Oui. Quand tu dis, par exemple, c'est quoi le kafir? Quand tu vas me citer la définition de kafir au Moyen-Âge dans une logique de confrontation, etc., tu vas créer un séparatisme. Et le non-croyant dans nos sociétés occidentales est une liberté fondamentale. On Oui. est libre de croire et de ne pas croire, y compris au sein de nos familles. Oui. Donc, parfois, la définition del kafir, elle crée déjà la séparation. La Oui. notion de halal et le haram, tu risques aussi de séparer les musulmans dans la société civile. Oui. Les avis religieux sur la prière, le rapport à l'autre, donc même dans les discours religieux de la pharmacie. Par contre, moi, je crois qu'il est du rôle des États, que ce soit en Suisse ou en France, d'exiger des associations de former leurs imams. Oui. Comment adapter l'islam? Donc, c'est vrai que la société civile et surtout la composante musulmane, elle a un rôle extrêmement important à jouer dans la lutte contre la radicalité, en particulier les éducateurs et les familles. Merci. Docteur Mahmoud Doua, à quel moment interviennent les recruteurs pour le djihad violent? Alors, les recruteurs, d'après ce que j'ai constaté sur le profil, d'abord, c'est bien travaillé. Ils ne visent pas n'importe quel musulman. Ils ne vont pas viser un musulman qui a un certain niveau intellectuel, qui est bien intégré dans la société, qui a un discours plus ou moins spirituel, par exemple le soufisme, etc. Et donc, ils ont un profil bien particulier. Ils ciblent ces jeunes qu'on constate chez eux une certaine fragilité psychologique. Et dans un moment de désespoir, par exemple, prenez l'exemple d'Emera, avec tout son itinéraire d'une extrême violence familiale, sociétale, discrimination. Il rate le concours de l'armée, d'accord? Et avec tout un passage de délinquance, etc. Donc, ils interviennent au moment où le jeune est dans ce qu'on appelle une errance psychique. Il est abandonné par tout le monde, y compris par sa famille. Et là, le recruteur va devenir sa famille lui-même. D'accord? Donc, il intervient en ce moment-là, extrêmement, d'une extrême fragilité pour le recruter. Et après, il crée une famille, une communauté où il trouve une certaine convivialité, une certaine, voire même parfois, on lui propose de se marier avec aussi une jeune qui a le même profil. Donc, il s'est créé une famille. Oui. Quelle typologie faites-vous des jeunes radicalisés ayant commis des attentats? Je sais que dans le cadre de votre travail d'accompagnement, vous avez accompagné des gens dans des moments difficiles, critiques. Alors, moi, je me base sur des chiffres concrets. Il y a une revue chez vous en Suisse qui s'appelle Religioscopie, qui est assez intéressante et qui fait des approches comparées. C'est ça ce qui est intéressant dans cette revue, c'est qu'elle approche à la fois sciences sociales et théologie. Olivier Moss a fait une enquête sur les auteurs des attentats de 2012 jusqu'à 2015. Oui. D'accord? Et on peut rajouter l'étude d'Al-Qaroui, qui est un grand spécialiste aussi dans l'Institut Montaigne, et qui a publié une étude aussi sur la radicalisée. Oui. Et ils ont constaté que 80% des individus ayant commis des attentats ont un passé criminel. C'est-à-dire qu'ils faisaient partie des gangs ou l'usage des armes et qui ont connu la prison. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, le terme il est très bien, il y a toute une théorie en sciences politiques qui s'appelle la théorie de l'hybride. C'est-à-dire à quel moment le criminel rencontre le religieux. D'accord? Donc 80% des auteurs des attentats, même en France, mais dans toute l'Europe, ont un passé criminel. Oui. D'accord? Donc la majorité d'entre eux, que ce soit les attentats à Paris, à Bruxelles ou dans les autres États européens, ils ont tous un passé criminel avec cette faible connaissance de la religion. Oui. Quelles sont les bases des radicalisations et quel est le rôle de lieu de culte, la mosquée ou de l'association et de famille, de l'école et de tous les intervenants? Ouais, Quelles sont les bases techniques, scientifiques et éthiques des radicalisations? Alors, la lutte contre la radicalisation, surtout au nom de l'islam, c'est l'affaire de tout le monde.
à commencer d'abord, comme tu l'as dit tout à l'heure, par la société civile, c'est-à-dire les musulmans eux-mêmes, en particulier les familles et les éducateurs. Ça concerne aussi les mosquées. Mais les mosquées dans un souci de réformer leur discours. Les discours actuellement dans les mosquées des imams, j'ai dit bien inconsciemment, ne fait que recycler les discours du Moyen-Âge qui a été pensé dans un épistémé, l'urf al-fikri, donné, qui est cet islam empire, un islam de conquête. Tout cela, et même dans les textes du Coran lui-même et de la sunna du prophète, vous prenez la personne du prophète, ou vous prenez le Coran, il y a des versets et des actes du prophète qui ne relèvent pas de la religion. Prenez l'exemple de l'Hijra, par exemple. La dernière fois, on a traité le nouvel an musulman. Le nouvel an musulman n'a rien de religieux. C'est une décision administrative de Omar. D'accord? Le prophète à Médine, il dirigeait une société politique qui est composée des musulmans, des juifs et des polythéistes. D'accord? Donc, il faut séparer entre ce qui relève de la religion. La religion musulmane, c'est très simple. C'est une croyance, un culte et une morale. Tout le reste, même dans le domaine des relations, ce sont des principes. D'accord? Donc, ça concerne les familles, ça concerne les mosquées. Il faut que les imams réforment et adaptent leur discours. C'est aussi le cas de l'école. L'école, elle a un rôle à jouer. D'accord? En essayant de donner l'esprit critique à des jeunes, surtout que la radicalité aussi s'est fait aussi à travers les réseaux sociaux, à travers Internet. Si vous mettez islam ou n'importe quelle question sur l'islam, 70% des cas, vous allez tomber sur des sites littéralistes. D'accord? 70%, qui sont dans la séparation la plus totale. Donc, l'école aussi, elle a un rôle à jouer, mais aussi l'État aussi. Les États, surtout concernant par exemple la France, la lutte contre les discriminations. C'est vrai que nos sociétés européennes ne sont pas des sociétés racistes ni xénophobes, mais malheureusement, il y a parfois des situations où les Européens de confession musulmane se trouvent dans des situations de discrimination. Prenez l'exemple de la France, où nous sommes à la 2e, 3e, 4e génération. Certains musulmans ou Français de confession musulmane se sentent toujours étrangers parce qu'on les renvoie toujours à leurs origines. C'est violent sur le plan psychologique. Qu'un enfant à la maternelle ou à l'école primaire, on lui demande toujours, vous êtes de quelle origine? Ah, il est français, tout simplement. Oui, oui. Vous, les musulmans de l'Europe, quel rôle vous avez pour lutter et prévenir contre l'islam politique, contre l'instrumentalisation politique de l'islam? Nous savons tous que l'islam politique, il est fort en Europe, par financement, par ça veut dire l'existence géographique, etc., par l'islam consulaire parfois, parfois. Quel rôle pour vous, pour lutter contre l'islam politique et pour ne pas léser l'islam, l'image des musulmans? Aujourd'hui, l'islam est lésé par quelques pratiques, quelques alliances politiques, etc. Oui, alors ça aussi, c'est un dossier très important qu'il faut que les États européens, et je crois que la France commence à donner un certain modèle sur la loi sur le séparatisme que beaucoup de gens n'ont pas lu. D'accord? Alors, le rôle, effectivement, c'est d'abord au niveau des mosquées. Rares sont les théologiens aujourd'hui qui travaillent sur ce qu'on appelle la séparation des ordres, qui existe dans les ouvrages classiques. Si j'ai dit tout à l'heure l'islam médiéval, ce n'est pas négatif. On ne peut pas aujourd'hui réformer l'islam sans passer par ces grands auteurs comme Ibn Rushd, comme Ibn Hazm, comme la mystique d'Al-Ghazali. Mais il faut séparer ce qui relève du politique et du religieux. Et rares sont les théologiens qui travaillent sur ça aujourd'hui, à part Tarkoubri, ce qu'on appelle Furu. Il faut revenir à l'islam en tant que spiritualité. L'islam, c'est une croyance, ce n'est pas une politique, ce n'est pas un système politique, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un programme politique. On parle de l'État islamique, on parle de sharia au niveau de l'État, on parle de tout cela n'a aucun sens. L'islam, c'est une croyance
un culte qui s'adapte à un contexte donné. Donc, il faut d'abord un travail, les musulmans, et en particulier les associations musulmanes ou les organisations islamiques, il faut qu'ils laissent la possibilité à ces rares théologiens d'élaborer ce travail de séparation entre les ordres. D'accord? Oui. Donc, c'est un travail d'abord qui incombe aux musulmans et personne ne peut le faire à leur place. Simplement, rares sont les théologiens. Et effectivement, l'islam politique joue sur ça. Oui. Joue sur cette confusion entre les registres. D'accord? Et en tant que citoyens, les Européens, prenez la question palestinienne, par exemple, qui est le lieu de beaucoup d'émotions. C'est une question politique, ce n'est pas une question religieuse. Les citoyens européens peuvent défendre les droits légitimes des Palestiniens en tant que citoyens. Que faire la religion dans ce cas? La même chose pour les conflits dans le monde musulman, vous les défendez en tant que citoyens musulmans. La lutte contre la discrimination et le racisme, pourquoi vous parlez d'islamophobie? C'est faux de parler d'islamophobie. Il y a des islamophobes, oui, mais les États ne sont pas islamophobes, il y a un droit. Donc, mais aujourd'hui, Dr Mahmoud Doua, aujourd'hui, il y a des activistes musulmans qui évoquent le lien entre ce loi de séparatisme et l'islamophobie de l'État. Ça veut dire que l'État il est en train d'utiliser, d'instrumentaliser ce loi pour chasser les musulmans. Hein. J'ai vu ce matin, par exemple, une vidéo d'un imam qui a été menacé par l'explosion, en train de masser son ventre en disant que je mange le frites, je mange le choucroute, etc. C'est un symbole d'intégration, le frites et le choucroute, qui dit que ce loi un outil de discrimination, de harcèlement pour les musulmans, de limitation de liberté pour les musulmans. Alors, en tant que religieux et en tant qu'universitaire qui a travaillé, je m'intéresse beaucoup au droit constitutionnel, j'ai cette loi, je l'ai scrutée dans les détails. La loi qui peut renforcer les principes de la République. Dite loi, c'est le séparatisme. Il n'y a rien qui est contre les musulmans. Absolument rien du tout. La loi, qu'est-ce qu'elle dit? Grosso modo, elle dit d'abord que toutes les associations musulmanes doivent passer loi 1905. En France, on a un régime qui s'appelle la loi 1905, la séparation entre l'Église et l'État. Que toute association qui gère les lieux de culte doit passer sous loi 1905. Tu ne peux pas mélanger le registre. Tu ne peux pas être à la fois cultuel et culturel. Parce qu'il y a des incitations financières aussi. Parce que les associations qui gèrent les cultes, ils ont des déductions financières, des déductions fiscales. D'accord? Tu ne peux pas aussi tenir un discours politique dans les lieux de culte. Tu as parlé tout à l'heure de l'islam conciliaire. Il y a certains États qui font de l'entrisme politique à travers les associations cultuelles, à travers les mosquées. Oui, c'est connu. Hein. Ils font des campagnes électorales dans la mosquée, ce n'est pas possible. D'accord? Il y a des financements étrangers. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'islam politique. La loi, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut qu'il y ait une transparence financière. Tout financement étranger doit être déclaré auprès de la préfecture, ce qui est tout à fait normal. Au contraire, cette loi va obliger les associations musulmanes à agir dans la transparence et à se limiter à leur rôle spirituel. D'accord? Par contre, dire qu'il y a une islamophobie d'État, c'est aussi faux, parce que nous sommes régis par un droit. Les États européens, ce sont des États de droit. Par contre, dans la société européenne ou dans les sociétés françaises, il y a effectivement peut-être des gens islamophobes, des gens racistes, oui, mais ne pas confondre la société avec l'État. Comme il y a aussi des gens qui sont très humanistes, qui sont très pacifistes. Il y a aussi, c'est vrai, des courants politiques comme l'extrême droite, pour ne pas la nommer, qui jouent sur ces peurs. Il y a aussi parfois aussi certains médias, effectivement, qui véhiculent un discours de peur qui peut créer un sentiment de peur et d'islamophobie vis-à-vis des musulmans. Mais les États, non. Oui. Docteur Mahmoud Doua, ça a été intéressant de vous recevoir aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois et j'espère qu'on va vous recevoir prochainement sur des autres thèmes. Je vous souhaite bonne journée, bonne continuation. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.